Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu lui rendre un dernier hommage. Du respect lui aurait suffi quand il était encore vivant. Doreen est avec toi. Oui, elle est ici. Bonjour. Je suis le frère de Richie, je m'appelle Jack. Oh merde, moi c'est Eddie. Je bossais avec votre frère au George. Eddie, j'aimerais te poser une question. Est-ce que mon frère était mêlé à quelque chose? Richie, non, pas lui. C'était pas le genre à magouiller. Je suis vraiment désolé de la mort de ton père. Sois pas désolé pour moi. Tu me connais pas. T'es qu'une photo sur un piano. Hey! Juste une petite seconde. Je vous ai remarqué tout à l'heure. Vous passez pas inaperçu. Je suis le frère de Richie, je m'appelle Jack. Oh. C'est vraiment triste, c'était un chouette garçon. Oui. Et où est-ce que vous l'avez connu? Autour d'un bar. Vous savez ce que c'est? Non. Mais vous allez me raconter ça. Je ne vous connais pas assez pour vous parler de ma vie privée. Tu crois qu'il aurait pu se passer quelque chose? Je serais disons, contente entre de la savoir. dernière fois que tu Je l'as peux vu vous et le appeler moment où il a eu son 2 ou accident. 3 jours. C'est rien, c'est possible. Merci beaucoup. Mais s'il y avait quelque chose de pas net, tu l'aurais su, non? Eh merde, je sais pas, il y a des chances, ouais, peut-être bien, je sais pas moi. Jack, maintenant ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce que tu vas faire, me casser la figure? J'avais envie d'être seule. Bien sûr. Je vais bien, d'accord? Je suis juste sortie fumer une clope. Tu vois, Doreen, tu me connais pas très bien. Ce que tu sais de moi, ça n'a pas tellement l'air de te plaire. Je vais rester ici tout le week-end, alors. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu peux me trouver à l'hôtel Mercer. Il ne buvait pas, tu sais. Quoi? Mon père. Il aurait pas bu avant de conduire.
Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? J'en sais rien. Peut-être qu'il... J'en sais rien. Laisse tomber. Il est mort, alors qu'est-ce que ça peut faire? Dis à maman que je rentrerai plus tard. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Quand je te dis, je peux pas te laisser partir, c'est quel mot que t'arrives pas à piger, bordel? C'est ton boulot, Jack. C'est pas une œuvre de charité à la con. Fais ton boulot. Alors demain, tu me ramènes ton cul ici. C'est moi le patron. Jack, c'est clair? T'as compris? J'en reviens pas que vous ayez gardé ça. Quand on voulait pas que maman trouve un truc, Richie et moi, on le planquait là-dedans, sous les gâteaux. Je suis sûr qu'elle le savait, mais au fond, elle s'en fichait un peu. Et vous deux, ça marchait? Quoi? Oui. Richie et toi. Enfin, avant l'accident, est-ce que vous vous entendiez bien? Qu'est-ce que c'est que ce genre de question? Oh, c'est juste une question. Est-ce qu'il avait tendance à boire? Plus que la normale? Mais, Jack... Non, c'est parce qu'Eddie m'a dit que Richie buvait très peu. Et Doreen m'a dit qu'il buvait jamais avant de prendre le volant. Alors je me demandais Oh, si... Jack, qu'est-ce qui t'arrive, là? Quoi? Pourquoi tant d'intérêt, tout à coup? Parce qu'il est mort? Où étais-tu quand il était vivant? C'était ton frère. Tu ne voulais plus le voir et maintenant il n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les deux? Qu'on se remémore le bon vieux temps que tu n'as pas connu? Que je te raconte comment se passaient ces journées? Qu'est-ce que tu crois? Tu peux t'amener et recoller les morceaux? Tu les morceaux, Jack. Tu les balayes. T'as oublié? Oui, Connie, j'écoute. Salut, c'est moi. Ça va pour toi, Jack? C'est sympa de ta part de m'appeler. Fletcher vient de me coller un nouveau trou du cul. T'es sur la route, tu rentres? Non, faut que je reste encore. Ah, fais pas le con. Qui est-ce qui morfle à ta place, à ton avis? On fait la paire, Jack. Résultat immédiat. Si tu plonges, je plonge. Il veut que tu reviennes. Qu'est-ce qu'il te faut? Un carton d'invitation? J'ai quelques petites choses à faire. D'accord. D'accord, Jack. Écoute, tout ce que je sais, c'est que je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir te sauver le coup. On va voir Fletcher, oui ou non? Absolument. Ah, il va direct, oui. Ok, si t'as quelque chose à me dire, dis-le-moi tout de suite. Tu ferais bien d'arrêter de bouffer dans la gamelle, tu molosses. Tu me reçois, bonhomme? On raconte des choses ici. Les gens parlent. Ils parlent de toi. Et d'Audrey. Et même si je fais tout ce que je peux, il finira bien par Ce la que les prendre. gens racontent, ils ont pu le savoir que par toi. T'es pas de mon avis? Oh, sale fumier de merde! Je me tue à te sauver les fesses! Tu m'entends, bordel? Je me tue à te sauver les fesses! Ce serait mieux de t'occuper d'Étienne. Le bureau de Bromby, où est-ce qu'il est? Non, toi, écoute-moi, ne m'appelle pas pour me dire que tu ne le trouves pas. Cette histoire devrait déjà être réglée. Un type est mort l'autre soir. Tu peux attendre une seconde? Puis-je vous rendre service? Je suis Jack Carter, le frère de Richie. Je te rappelle tout de suite. Ah, mon Dieu. Je n'ai pas assisté à l'enterrement, ça m'est insupportable. Peut-être désirez-vous boire un café ou bien autre chose? Non, merci, ça ira. C'était un type extra, Richie. Il m'a fait gagner beaucoup d'argent, rien qu'en faisant du bon boulot. Depuis combien de temps il tenait cette boîte pour vous? Oh, depuis l'ouverture, il y a environ 5 ans. 5 ans et pas de problème? Aucun. Pas d'ennemis? Oh, pas que je sache, en tout cas, vous savez, il menait une vie tranquille et sans embrouille.
Donc pour vous, c'était pas le genre à se saouler à mort et à prendre le volant sous une pluie battante? Je ne crois pas. Moi non plus. Monsieur Carter, où voulez-vous en venir? Je crois qu'on l'a éliminé. Éliminé? Richie? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Est-ce que vous me dites tout ce que vous savez, Cliff? On peut savoir où vous allez comme ça? Du calme. Je déteste voir un gros dur débarquer chez moi et me parler comme si j'étais au courant de quelque chose. Si dans cette ville, un enfoiré fait courir des bobards sur moi, alors je ferai tout pour savoir qui c'est. Et quand je saurai ce que disent ces bobards et qui les racontent, je pourrai tout bêtement vous régler votre compte, Jack. Vous ne croyez pas? Vous êtes plutôt balèze. Mais vous manquez d'entraînement et moi, c'est mon gagne-pain, alors faites-moi plaisir. Asseyez-vous. Merci. Je sais que vous avez des caméras de surveillance derrière le bar. Est-ce que la police a vu les enregistrements? Pourquoi aurait-il fait ça? Il conduisait en état d'ivresse. Vous voulez me les montrer? Il y a là-dessus toute la nuit. Vous avez parlé à Géraldine? Qui est Géraldine? Ah, mon Dieu. De quelle façon expliquer ça? Elle était sa dame d'à côté, son enamorata. Vous en êtes vraiment sûr? Que vous dire de plus? Que ce n'était pas du sérieux. Et que pratiquement personne ne le savait. Cyrus. Comment tu vas? Putain. Mais c'est l'homme de Las Vegas avec le bronzage en prime. Géraldine, c'est bien ça? Ça faisait un bail. Oui, Jack, ça faisait même un sacré bail. Tu sais, j'ai appris pour Richie. Tu parles d'une connerie. Oui. Ben, je te présente mes plus sincères condoléances et toutes les autres conneries. Ça me va droit au cœur. Alors, tu roules toujours pour Fletcher? Pourquoi pas? Et toi, ça rentre le fric? Non, je m'arrange. Avec qui? Avec un pote, qu'est-ce que t'en as à cirer? J'en ai rien à cirer. Je veux juste savoir si t'es toujours un marchand de fesses. Je vais te dire une chose, mon vieux Jack. Tu vois toute cette saloperie-là? Tu vois ça? C'est le nouveau monde, mon pote. Je suis sur le web. Tu vois, voilà mes filles, voilà mes affaires. Pendant que tu te crèves à faire casquer les mauvais payeurs pour un sale con. Moi, je fais muse dans la cour des grands, ma poule. Maintenant, c'est moi qui tiens le marché ici. Je me suis mis en cheville avec un allumé et un type d'un autre pays. J'ai créé mon propre petit empire. Regarde-toi. Le petit bonhomme toujours sur la brèche. T'as un problème avec moi? Je vais te donner un conseil, mon petit Jack. Je crois que tu devrais te mettre au repos un bout de temps. Et te demander si tu fais encore le poids. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas hier, grande gueule. Oh, je te cherche un peu, mais tu sais bien que c'est pour rire. Ah oui, je vois ça. Surtout, ne me touche pas. Allez, montre-moi tes yeux. Allez. Si ça peut te faire grimper au rideau, Jack. Ils sont toujours beaux. Oui. Comme de la pisse de chat dans la neige. À la prochaine. Vous avez pas le droit d'entrer ici. Eh mec, où vas-tu comme ça?
Alors c'est le moment où je suis supposé avoir peur? C'est toi, Carter? C'est moi, Carter. Et moi, on me voit mieux, on se porte. Putain que c'est bon de revenir au pays. Tu fais chier, Cyrus, j'ai jamais vu ce type. Lâche-moi, je le connais pas. Ferme-la et monte dans la bagnole. Bonjour monsieur, vous êtes membre du club? J'accompagne Benjamin Franklin. Avancez jusqu'au parking. Très joli coup. Vous êtes qui, vous? Tiger Woods. Je vais chercher les gars de la sécurité. Je peux vous aider, monsieur? Je sais pas encore. Est-ce que vous êtes du club? Est-ce qu'il y a un problème? Mon frère est mort récemment et je suis venu pour ça. Écoutez, monsieur... Carter. Carter, monsieur Carter. Je suis désolé pour votre frère, c'est... Pas de chance, mais... Ici, je ne peux rien faire. Alors, je vous suggère de contacter le service d'aide sociale de ma société. Ça vous ennuierait de m'accorder une minute? Oui. Oui, ça m'ennuierait. J'avais fini par me convaincre que ce club était privé. Je crois qu'on devrait aller quelque part et discuter ensemble. Si c'est en me faisant peur que... Parce que je vous fais peur. Je vois. Quelle que soit l'histoire, elle ne se déroule pas très bien. Alors? Tenez, voilà ce qu'on va faire. Vous allez me ramener à ma voiture et on discutera en chemin. Ça pose un problème? Oui, un très gros problème. Non, ça en posera un plus gros si vous dites non. Allez, tout va bien. Venez. C'est quoi votre nom? Jérémy Kinnear. Vous avez peut-être vu mon nom dans Forbes? Non, je lis pas ça, Jérémy. Ça veut dire quoi? Que vous êtes plein aux as? Eh bien, sans faire exploser la très célèbre corne d'abondance, ma boîte informatique se mesure en méga millions de dollars. À peu de choses près. Vos parents doivent être fiers de vous. Je leur ai remboursé le coût de mes études, acheté une maison en France. Ils me fichent la paix. Je crois qu'on a une relation commune, Jérémy. Hein, vraiment? Oui, Cyrus Space. Oui, je le connais. Cela dit, j'évite sa compagnie au maximum. Quels sont vos liens avec lui? Non, monsieur Carter, je ne suis pas du tout obligé de répondre à vos questions. Moi aussi, Jérémy. Quels sont vos liens?
D'accord, Monsieur Carter, très bien. Voyez-vous, quand vous avez passé presque toute votre vie devant un ordinateur, des choses comme le golf et les filles prennent beaucoup d'importance, vous comprenez? Mais les filles n'aiment pas trop le genre lunettes rondes et protecteurs de leur portefeuille auquel tiennent mes actionnaires. Donc ils vous trouvent les filles. Vous savez pourquoi j'aime le golf, Monsieur Carter? Parce que la balle va chaque fois un peu plus loin. Le seul sport où on frappe cette idiote sans qu'elle nous revienne à la figure. Je prends du plaisir à la récupérer ensuite. Et quand je la tiens, je l'envoie encore un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Carter? Une fois que je m'en suis débarrassé, je ne veux plus jamais la revoir. Il a dit que son frère était mort l'autre nuit et qu'il est venu pour ça. Il est là. Est-ce que tu piges? J'en ai foutu. Excusez-moi, Monsieur Kinner. Ne mettez pas les pieds sur la table, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Non, toi, écoute-moi. Tu m'as demandé de te connecter. Et j'ai fait ça pour toi, donnant. Ensuite, tu as fait du porno et j'ai dit, je veux pas être mouillé. Mais tu peux même pas faire ça. J'ose même pas imaginer ce qui va se passer s'il a déjà remis ce truc à la police. Et comment il a fait pour l'avoir? Ça devait aller direct dans l'unité du disque dur. Un peu que je flippe à mort. Je suis diplômé de Harvard. Je fais pas dans le porno. Non. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé l'autre soir. Ça m'est égal. Ça, ce ne sont pas mes affaires. Non, je veux juste qu'on me débarrasse du frangin. Et pas débarrasser comme tu t'es débarrassé de l'autre. Non, je veux dire, je veux plus le voir, je veux plus te voir. Je veux plus entendre parler de ça. Allô? Où est le grand méchant loup? Il doit faire la fête avec les petits cochons. Tu sais, il veut que tu reviennes et... Audrey, il y a une seconde, je me disais que quand je reviendrai, toi et moi, on devrait se tirer de Las Vegas une bonne fois pour toutes. Jack, on ne peut pas faire ça. Faire quoi? Toi et moi. Les Fletcher, c'est mon boulot, mon employeur. Toi, c'est pas la même chose. Ouais, d'accord. Moi, c'est pas la même chose. Et, écoute, il faut que tu te tires de là avec ou sans moi, mais il faut que tu te tires de là. Hé, Audrey! Audrey! Je me repose! Arrête tes fesses! Je dois descendre. Ouais, d'accord. Disons qu'on remet ça plus tard. Oui. Ciao. Tu sais, parfois j'ai l'impression que je vais rester seule jusqu'à la fin de mes jours. Je me réveille le matin et je regarde ma petite fille et je me demande à quel moment on est devenus des étrangères. Elle est tout ce qui me reste, Jack. Et je veux qu'elle revienne. Je le veux de toutes mes forces et je sais même pas où elle est. Elle me parle plus, elle me crie même pas dessus. Ah, mon Dieu. Mais qui es-tu? Quoi? J'aimerais seulement y voir un peu plus clair dans tout ça. Au fond de toi. Tu disparais de la surface de la Terre pendant près de 5 ans. Tu nous fais ton comeback et tu... ton comeback.
Non, c'est vrai, on dirait Frank Sinatra ou quelque chose comme ça. Et... Je n'arrive pas à te cerner, c'est tout. Oh, il n'y a rien d'extraordinaire, Gloria. Tu sais, on dit que tout change avec le temps. Pourquoi pas moi? Alors, on a envie de faire quelque chose de bien. Pour une fois. Oui, et pour toi, ce serait quoi? Faire le bien, Jack? Tu arrives trop tard pour être le frère de Richie. Tu ne peux pas être le père de Doreen. Et tu ne peux pas être mon mari. Alors, je ne vois pas où est ta place. Peut-être que moi non plus. Peut-être que moi non plus. Excuse-moi, Jack. Géraldine. Qui ça? Géraldine, tu sais où elle habite? Non, je vois pas. La fille qui venait souvent. La fille qui tournait autour de Richie. Tu sais où elle habite? La fille qui quoi? Ah, aime-toi. Et Doreen, tu la connais bien? Ouais, enfin, un peu. Tiens, c'est juste là, sur la gauche. Bon, alors, t'as plus besoin de moi, je peux y aller? Non, reste là, je reviens tout de suite. Vous en faites pas, tout va bien. Ça va? Je cherche Géraldine. Vous savez où elle est? Il y avait quoi entre Richie et vous? De quel droit vous entrez chez moi de cette façon? Il y avait quoi entre vous? Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai rencontré dans un bar. Un mec que j'ai rencontré comme ça. C'est tout. C'est tout? Il était plus sympa que la moyenne. Vous saviez qu'il était marié? Non. Vous le saviez, ça? Vous voulez quoi? Je lui ai parlé, c'est pas un crime. Je dois partir, m'attends. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous pourriez être déçu. Géraldine, regardez-moi. Regardez-moi. J'ai aucune intention de vous faire du mal. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Votre frère voulait qu'on vive ensemble. Entre sa femme et lui, ça marchait pas très fort. En fait, ça marchait plus du tout. Il s'apprêtait à divorcer. Il voulait m'emmener avec lui, qu'on parte ailleurs, à New York ou n'importe où. Je lui ai dit que je pouvais pas m'en aller. J'ai ma vie ici, moi. Oui. Alors je suis allée au bar pour lui dire au revoir et il m'a suivi quand je suis sortie. Et là, il s'est mis à me faire une scène pas possible. Il paraît qu'il avait beaucoup bu. Écoutez, maintenant j'ai plus envie d'en parler.
Les clés sont dessus. Carter! On dirait que la pluie a fait déborder les égouts. Qu'est-ce que tu deviens, mec? Toujours dans le secteur, hein, Torpille? Bah, je me plais ici. J'ai un truc à te dire de la part de quelqu'un et c'est confidentiel. Bah, t'as qu'à rester dans la voiture et je t'écouterai. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Comment ça va, mec? T'as plutôt l'air en forme? Je te remercie. Mais j'ai pas toute la nuit, moi. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, prends ça. C'est Alaska Airlines, première classe. Très gentil. Et à qui je dois dire merci? On m'a demandé de veiller à ce que tu prennes cet avion. Ce soir. Je sais pas combien on te paye, mais ça va pas suffire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, vas-y, cowboy. Tu veux jouer les durs? Vas-y. Fais voir ce que tu sais faire. Vas-y, vas-y. Allez, putain. Est-ce que t'as les tripes? Laisse ton putain de flingue, merde. Couille. Allez, vas-y, vas-y, tu les as. Allez, vas-y. Balance ton flingue. Balance-le. Balance-le. There is no dishonor Bien, cowboy, bien. in avoiding confrontation. When dealing with an armed man, the best course of action is to run. Ok. Sors de là, champion. Le type m'a demandé de te refiler ce billet parce que t'avais bossé un peu avec mon frère. Je te le jure, je savais que tu marcherais proche. Quel type? Ah, ça, je peux pas te le dire. Tu peux me le dire? Est-ce que t'avais des contacts avec mon frère?
J'avais pas de contact avec ton frère, je te jure, Jack. Alors donne-moi un nom, ou t'existes plus. Hornby est dans la réserve. Carter? Vous êtes une agence de voyage maintenant? Quoi? Charmante attention de m'envoyer torpille, très nostalgique. Mais de quoi vous parlez, bon Dieu? Richie savait quoi sur vous? Bordel, Jack, Ritchie était mon ami. Il vous faut quoi? Un putain de miracle pour vous le faire admettre? On n'avance pas tellement, là. D'accord, Jack, faites pas ça, mon Dieu, arrêtez! Écoutez, d'accord, je devais un peu d'argent à un type et il m'avait fourgué le chargement d'un camion l'année dernière quand j'ai agrandi la boîte. Il m'a appelé un après-midi en disant qu'il effacerait l'ardoise si je lui rendais ce petit service. Ce qu'il voulait, c'est que vous quittiez la ville. C'est tout. Il n'a pas dit comment, il a seulement dit quitter la ville. Votre frère était mon ami, Jack, je lui aurais jamais fait de mal. Oui. Donne-moi un nom, ou je vais passer au niveau supérieur. Cyrus Space. Alors, tu veux que je me casse? Tu veux que je quitte la ville? Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à ça? Le diable est sorti de sa boîte, Jack. Tu veux qu'on voit s'il brûle? Qu'est-ce que t'as fait, Richie? Putain de Dieu, je lui ai rien fait. J'aime pas être le porteur de mauvaises nouvelles. Mais tu fais que remuer la merde. Il y a trop longtemps que t'es parti, mon pote. Le merdier, ça change. Peut-être pas toi, mais le merdier, ça change sans arrêt. Ton frère, ton précieux frangin Richie, était certainement pas un saint. Tout le monde donne dans quelque chose, Jack. Y a pas à chier, c'est comme ça, tu piges. Y a pas de mystère. Y a pas de machination. Un soir, il s'est pris une biture, il s'est bourré la gueule, et il s'est enroulé le cul, et il reste autour d'un arbre. Point final. Maintenant, si tu veux qu'on fasse quelques pas de danse en souvenir du bon vieux temps, Jack, commence. Je vais te dire un truc, Jack. Continue comme ça et tu finiras unijambiste dans un combat de coups de pied au cul. J'en ai marre de tes conneries, Jack. Je suis un homme d'affaires, moi. J'ai quelques jolies dames qui m'attendent à l'intérieur. Sois un peu adulte. Oncle Jack? Je pensais pas que tu viendrais. J'étais pas loin, c'était la bonne occasion. Doreen, je suis parti pour une soirée qui va s'éterniser. Je sais pas si ça va être très marrant, alors on ferait peut-être mieux de remettre ça une prochaine fois. D'accord? Ouais. Bien. Salut. Je te passe un coup de fil demain. Doreen? Est-ce que t'as faim? Un peu. Tu bois du café? Oui. Et je fume aussi. Il n'y a peut-être pas vraiment de quoi s'en vanter. Ah, tu fumes, toi? Oh, je fumais, mais... Oh, j'ai arrêté il y a longtemps. Oui, quand ça? Oh, je dirais que ça fait... une seconde. Alors, si ça te dérange pas. Ça t'énerve, ça, hein? Ça fait son petit effet, oui. T'es vraiment un mec bizarre. Tu sais, on est tous un peu bizarres. C'est de ceux qui ne le sont pas dont il faut se méfier.
Alors? Qu'est-ce que tu fais, toi? Comme boulot? Ton père t'a dit quoi? Il m'a rien dit. C'est très bien. Maman dit que t'es un joueur. C'est pas illégal, ça? T'es bookmaker? Bookmaker? Non, plutôt une sorte d'administrateur financier. Bon. T'as déjà fait de la prison? Combien de temps? Il y en a marre de cette pluie. Hein. Réponds. Et si on changeait de sujet pour voir? Bon, très bien. T'as déjà tué un mec? Tu veux savoir ce que je fais pour gagner ma vie? C'est simple, beaucoup de gens font des promesses et puis ils oublient de les tenir. Et je suis payé pour leur rafraîchir la mémoire. Ni plus ni moins. Rien de méchant. Pourquoi ce costume? Pourquoi ce bijou accroché à ton nez? Ça te plaît pas? C'est joli. Tu t'es jamais marié? Je crois pas, non? Alors t'as pas de famille à toi? Et toi, alors? Pourquoi est-ce que tu es parti? Doreen, c'est une très très longue histoire. T'es parti très très loin. On va dire ça comme ça. T'as jamais eu envie de prendre tous les miroirs du monde et de les foutre en l'air parce que t'aimais pas ce que tu voyais dedans? Si. J'aimerais que papa soit là. Moi aussi. Tu crois vraiment que quelqu'un l'a tué? Ouais, c'est ce que je crois, mais... Moi aussi. T'as déjà ton permis, toi? Oui. Parce que t'as appris à conduire au lycée? C'est papa qui m'a appris. C'est vrai. Remonte dans la voiture. Pourquoi? Non, c'est rien. Pourquoi? Attends-moi dans la voiture, j'arrive tout de suite. T'inquiète pas, c'est rien. Pour obtenir une assistance, raccrochez et attendez. Ça va, t'as rien? T'as vu Doreen? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas où Qui elle t'a est. fait ça? Elle... Qui c'était? Il est entré, je sais pas. Ça va, toi? Allez, t'inquiète pas, c'est fini. Oui. C'est fini. Pourquoi ils ont fait ça? J'en sais rien. Mais je vais pas tarder à le savoir, fais-moi confiance. Allez, on va chercher ta mère. Où est-ce qu'on va? Je vous laisse pas seul ici, vous allez venir avec moi. Gloria, faut pas rester ici. Attends, je vais t'aider. Ça va. Je vais bien, ça va. Il faut que je parle à ton oncle. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu t'en ailles, Jack. Quoi?
Ma mère va venir nous chercher, on va passer la nuit chez elle et on va y rester quelque temps. Écoute, je sais que tu veux nous aider, mais... Mais regarde autour de toi, regarde ça, regarde un peu ce qui se passe à cause de toi. Regarde mon visage, regarde ma famille. Tu ne nous aides pas, Jack. Alors je t'en prie, va-t'en. Quoi, mais comment ça à cause de moi? J'y suis pour rien là-dedans. Je crois que Gloria, tout ce que je veux, c'est comprendre. Dis-moi dans quoi Richie était mouillé. Oh, mon Dieu. D'accord. J'ai mal à la tête. D'accord. Je m'occupe de tout. Ça coûtera ce que ça coûtera. Je crois vraiment que Doreen et toi, vous devriez quitter la ville. Prendre des vacances, je m'occuperai de ça Non, aussi. Tu devrais pas on rester de ici. l'argent. Tout va bien. Tout va bien. Va-t'en. Je suis désolé, Gloria. Salut. Je me suis tirée. J'ai pris un taxi. Il y a une odeur bizarre chez mamie. Tu veux entrer? Chouette les tatouages. Je te la ramène demain matin. Ouais, je te le promets. D'accord. Bonne nuit. Ta mère est un peu en colère. C'est toi qui as voulu l'appeler. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Elle s'inquiète pour toi. Elle t'aime, et ça n'a pas de prix. Dans la vie, on n'a qu'une mère. Ici, les rues ne sont pas très sûres la nuit. Alors, faut la comprendre. Tu dois être fatigué. T'as qu'à prendre le lit si tu veux dormir. Moi, j'ai des trucs à faire, je vais m'installer dans l'autre pièce. Je te ramènerai demain matin, d'accord? T'en fais pas, ça va aller. C'est toi que je voulais voir. Je parie que tu savais pas que t'avais une bonne fée qui veillait sur toi. T'as donné un disque à mon frère, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Tu as une bonne fée pour toi tout seul. Te fous pas de moi, Géraldine, on a fini de jouer maintenant. Plus de déguisement, tu comprends? T'as donné un disque à mon frère. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? J'en sais rien, moi. T'es quoi, tu... Écoute-moi bien, n'essaie plus de me mentir, parce que si tu me mens, je m'occuperai de tes jolis os. Écoute-moi. Je m'occuperai de tes jolis os en les brisant un par un. Je te mens pas, Jack. Si je suis là, c'est parce qu'il voulait te voir.
Qui? Le prince des démons. Il voulait te parler, alors il a passé quelques coups de fil, donné un coup de baguette magique et... pouf! Ah, merde. Ah. Désolé. Sacrée journée, hein, hier, Monsieur Carter. Désolé de vous faire lever aussitôt. Personnellement, j'ai horreur du petit matin. Où est-ce que tu vas? Oh. Elle a fait son travail, elle n'a pas besoin d'entendre ça. Non, ne faites pas attention à Jimmy, il est surtout là pour la décoration. Voulez-vous un cappuccino? Il le fait avec une mousse à tomber par terre. Je mets que de la crème légère. Merci. Mais je suis allergique au lactose. Quoi? Bon, Jimmy, voudrais-tu raccompagner notre amie Géraldine à sa voiture? Ouais. Merci. Gentil garçon. Vous trouvez? Non. J'ai fêté mon 30e anniversaire le mois dernier. Je pèse environ 900 millions de dollars. Je suis dans Newsweek et dans Forbes le même mois. Je suis le maître tout-puissant du temps et de l'espace, Monsieur Carter. Et votre ami, Cyrus. Le mec du porno. Votre ami me menace de tout mettre sur la place publique. De foutre en l'air mon image. Ok, instant de vérité. Ce genre de situation m'est assez inhabituel, mais... j'imagine que ce n'est pas votre cas. Allons-y. J'ai cru comprendre que ça avait un peu chauffé il y a quelques jours devant l'entrée du George. Tout le monde avait pété les plombs, surtout Cyrus. On a mentionné le nom de votre frère Richie. Cyrus est parti avec des types très méchants. Et quand il est revenu, votre frère avait disparu. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Carter? Je crois que vous et moi, nous voulons la même chose. Avec qui tu crois que t'es en train de jouer au con? Dépêche-toi, allez. Oui. Où est-ce que t'es? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Fletcher? Ce que je veux. Tu me demandes ce que je veux. Parle. J'ai dit parle. Jack? Dis-lui. Dis-lui. Connie m'apprend que tu te farcis ma nana dès que je regarde ailleurs. Dis-moi que Connie est un menteur. Dis-le-moi, Jack. C'est un menteur. Tu t'appelles Jack, toi, maintenant? J'aime cette femme, tu sais. Je pense sérieusement à la tuer. Toi, Carter, je t'aime pas. Alors imagine un peu le traitement que je te réserve. T'es très impressionnant au téléphone. Audrey, il faut que tu t'en ailles. Va-t'en, n'aie pas peur, il te touchera pas. Je la toucherai pas, hein. Je la toucherai pas. S'il te plaît, Jack, écoute. Toi, si tu fermes pas ta gueule... Je te préviens, Carter, je suis à 2 doigts de flanquer la raclée du siècle à cette greluche. Alors tu ramènes ton cul ici dès ce soir. Écoute-moi. Ou
vous allez tellement dérouiller. Lève la main sur elle et je jure devant Dieu que j'arrive et que je t'enterre vivant. Je vais te dire une chose, Arthur. Une fois que je me serai occupé de toi, tu regrettes, je t'ai pas tué. Audrey, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le moi, je serai là. Putain, arrête ça, je vais pleurer, Jack. Vas-y, Audrey, dis-lui, qu'est-ce que tu veux faire? Audrey, qu'est-ce que tu veux faire? T'entends ça, le tombeur? Oui. Tu piges? Fletcher, je remettrai pas les pieds à Las Vegas, est-ce que c'est clair? Ça s'arrête ici. Mon cul, ça s'arrête quand je te dis que ça s'arrête, espèce d'enfoiré. Allez, poupée, monte là-dedans. Ouais, viens t'amuser un peu. Sale. Vas-y, file-lui en un. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Jack? T'as misé sur le gagnant aujourd'hui, hein? T'as du solide à proposer? C'est pas la joie en ce moment. Putain, m'en parle pas. Tu viens de Peter, non? Jack! Non! Non! Jack! Au fait, Jack, quand je t'ai dit tu dois prendre soin du business ou le business prendra soin de toi, est-ce que le message est mal passé ou est-ce que t'écoutais pas? Oh, puis laisse tomber, on s'en fout maintenant. J'ai appris tes petits soucis avec Audrey, ça m'a vraiment fait de la peine. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui le molosse, faut se faire une raison. Il se ramasse la fille, Jack. Tu te ramasses les restes.
Dorine? Je suis sur le toit. Salut. Salut. J'ai vu. Raté. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Deux mecs me sont tombés dessus dans l'ascenseur, rien de grave. C'est vrai? Non. Non, en fait, j'ai glissé, tu sais. Ce genre de truc qui arrive quand on vieillit. Non. Le ticket de parking de ta Mustang. Je l'ai laissé en bas. Je crois que tu devrais rentrer maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je crois que je vais partir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça se termine comme ça. Tu reviendras? Oui, sans doute. Dorine, avant de partir, je voulais juste te dire que t'es pas une fille ordinaire. Je le pense, tu sais. Je suis resté que 48 heures. Mais ça, j'ai pu le voir. Ouais. Je sais pas. Mais tout peut arriver, tu vois, Dorine. Tu comprends? On peut faire des erreurs. On peut toucher le fond. Se mettre dans les emmerdes, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive. Mais ça veut pas dire que ce qui t'est arrivé hier est obligé d'arriver tous les jours. Ça, non. Je crois qu'il faut pas faire comme moi et passer toute sa vie à regarder en arrière. Ce qui est fait est fait. On peut pas changer notre passé. On peut pas faire ça, c'est vrai. Mais on peut le prendre de vitesse. Juste le prendre de vitesse. Et ce qu'il y a devant toi, c'est nouveau. Tu vois, c'est beau. Tu comprends, c'est nouveau et c'est à toi si tu veux le prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que t'as une mère qui t'aime. Tu peux penser ce que tu veux d'elle, elle t'aime. Faut pas hésiter à lui dire ce qui va pas. Il faut lui parler, c'est tout. Les problèmes, tout ce que tu peux avoir. Tu devrais lui parler, elle t'écoutera. Tu vois? Je sais pas ce qui s'est passé. Il bossait avec papa et il avait toujours été très gentil. Je croyais que... Je croyais... C'est vrai, Je croyais que ça allait être très cool. Qu'on allait s'éclater. On avait bu un peu de champagne et ensuite il m'a demandé si je voulais venir à une soirée.
t'aurais vu la tête que faisaient nos copains. Je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Je me souviens seulement que j'avais beaucoup de mal à bouger. Je me souviens que je voulais partir. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais rentrer à la maison. Tout est ma faute. Non. C'est pas de ta faute. Tu n'y es absolument pour rien. Il faut que tu le crois, ça. Non, 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 non. Tu y es absolument pour rien. Rien du tout. Ouais. Jack? Ouais, c'est qui? Géraldine. Je ne savais pas que c'était la fille de Richie. Je l'ai appris le lendemain et dès que j'ai su, j'ai donné le disque à Richie. Je savais pas ce qu'il en ferait. Il est allé les voir et il leur a dit qu'il allait le remettre aux flics. Cyrus sait que c'est moi qui lui ai donné. Il est en train de venir ici. Il va venir ici, il va arriver, Jack. Je savais pas qui appelait. Je me suis dit que... Oh merde. Je suis désolée. Je suis désolée. Où est Eddie? Il ne travaille pas aujourd'hui. Où est-ce qu'il habite? Et que se passe-t-il? Où est-ce qu'il habite? Jack doucement, écoutez-moi. Rien qu'une minute. J'ai passé toute ma vie là-dedans, des deux côtés de l'océan. Et je peux vous dire une chose, si vous êtes allé mettre les pieds dans ce que magouillait votre frère, quoi que ce soit, vous avez de très fortes chances de finir exactement de la même façon que lui. Et sa femme et sa fille devront retourner au cimetière pour y pleurer encore. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Vous faire tuer ne fera pas revenir votre frère. La vengeance, ça paye pas. Oh, si ça paye. Attends, ils savaient tous en quoi ils s'embarquaient. Te fous pas de ma gueule. C'est Cyrus qui a réglé ça, mec. C'est sûrement lui qui a tué ton frère. T'entends? Putain, c'est pas moi. Il est en train de faire la fête en ce moment dans une espèce de club privé à la con avec Kinéa. Tu piges, hein? Moi, je faisais que m'envoyer en l'air, ok? Je ne faisais que m'envoyer en l'air. C'est eux qui doivent payer. J'ai beau me creuser la cervelle, il y a un truc que je comprends pas, Eddie. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait de tellement moche pour que toi, tu lui fasses ça? Parce que ce que t'as fait, ça s'efface pas. Elle avait confiance en toi. Et tu l'as violée. C'était la fille de mon frère, ma famille. Et c'est ma faute. Parce que si j'avais été là, ça aurait jamais pu lui arriver. Alors maintenant, il faut que je répare ça, il faut que je le fasse. C'est vrai, qu'est-ce que tu ferais, toi, si c'était ta fille? Jack, me tue pas, mec. Tu t'es tué tout seul. Jack, stop! Hey! 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 Attrape-le! Allez! 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 Jack! Jack, stop!
maintenant. Merde! Désolé, monsieur Carter. Vous n'êtes pas sur la liste. Je supporte pas les listes. Salut. Je peux quelque chose pour toi? Avec Cyrus Space, oui, c'est ça. Je crois pas, non. Jérémy Kinnear. Bon, écoute-moi bien, monsieur le standardiste. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu le sais? Je pourrais acheter tout ton hôtel de merde et te virer. Maintenant, je veux parler à monsieur Fletcher. Les Fletcher. Non, toi, tu écoutes. Espèce de lèche-pote néophyte. Je suis en pleine réception, là. Je ne devrais pas avoir à m'occuper de ça. Alors, passe-moi ton patron. Tu en es responsable. Tu comprends ce que je dis? Il faut arrêter ça. Vous allez m'aboire. J'irai boire un verre avec vous dans une minute. J'ai une petite affaire à régler. Tu savais qui elle était? Excuse-moi? Tu savais qu'elle était de ma famille. Jack, est-ce qu'on est reparti pour quelques petits pas de danse à la con? Vas-y. Sors ton flingue, Jack. Sors ton flingue devant tout le monde, mon petit gars. Mets-moi une entre les deux yeux. Tu supporteras pas la tôle jusqu'à la fin de tes jours, Jack.
Alors je vais te dire une chose, grande gueule. Le mec que tu veux, c'est ce petit branleur de Kinéar. Lui et le vieux aussi, alors arrête de me casser les couilles, d'accord? Je suis qu'un homme d'affaires qui se démène pour garder la tête hors de l'eau, tout comme toi. T'es sûrement pas comme moi. Là, toi, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ton image te gêne, maintenant? Tu te prends pour qui, d'un seul coup? Pour un redresseur de tort? T'es la mauvaise graine de la famille, t'as oublié? Je sais qui je suis. Ouais. Bon, écoute, Jack, j'aimerais bien rester ici et tailler le bout de gras avec toi, mais j'ai 2 futures stars qui m'attendent. Oh, Jack? Laisse tomber. Jack, fais-moi ce que tu veux. Non, non, c'est pas fini, Jack. Vas-y, vas-y. Merde, Jack. Te vexe pas, mais ton petit frère c'est mieux défendu que toi. Finir ce que tu commences. Ouais. Mais arrange un peu ta cravate, t'es pas présentable. Et refais-toi une beauté.
voiture. On va faire un tour. Où est-ce qu'on va, monsieur Carter? Hey, qu'est-ce que vous faites? Rallumez les phares, je vous en prie. Je lui ai rien fait, moi. S'il vous plaît, ralentissez un peu, vous allez nous tuer. Ralentissez. Ok, vous voulez quoi, monsieur Carter? Changer d'identité? Laissez-moi 5 minutes devant un ordi portable. Ralentissez, bon ça, vous allez nous tuer. C'est le but, Jérémy. Ok. Vous voulez de l'argent? Vous voulez du fric? Dites votre chiffre, j'ai plus de fric que le bon Dieu. T'as besoin de boire un coup. Tout va bien. Détends-toi, Jérémy. C'est comme ça que tu t'y es pris avec Richie, hein? C'est comme ça que t'as fait? Hein? Tu crois qu'il a crié aussi? Ça te plaît? J'ai pas tué votre frère, monsieur Carter. Debout. Monsieur Carter. Debout. Vous faites une Avance. erreur. Je vous en prie, écoutez-moi, vous allez faire une erreur. Cyrus m'a dit que votre frère allait tout raconter aux flics et leur donner le disque. Et il a dit que s'il tombait, je tomberais aussi, d'accord? Attendez. Je savais pas quoi faire, monsieur Carter. Alors tu l'as fait tuer. Non, j'ai seulement dit que je vous paierais le disque, c'est tout. Je vous le jure, j'ai rien à voir avec ça, moi, je vous le jure, j'ai seulement dit à Cyrus de trouver le disque. Je lui ai dit de retrouver le disque et qu'après ça, je voulais plus entendre parler de lui, c'est tout, c'est tout. Monsieur Carter, je vous le jure, j'ai rien fait, je l'ai pas tué, monsieur Carter, je vous en supplie, croyez-moi. Il a dit que si jamais je parlais, il bousillerait ma vie. Et vous êtes arrivé ensuite... Je vous en prie, monsieur Carter. Je vous en prie, c'était Cyrus. C'est lui qui a tué votre frère et Géraldine, c'est pas moi. Il disait qu'il travaillait avec un type. C'est eux qui les ont tués. Assez parlé. Tourne-toi. Non, faites pas ça. Tourne-toi. Faites pas ça. Sois un homme au moins une fois dans ta vie. Je vais faire une chose pour toi que personne n'a jamais fait pour moi. Je vais te donner une seconde chance. Mais surtout, m'oblige pas à revenir. Non, monsieur Carter, merci. Merci. Je vous remercie. Je vous obligerai pas à revenir. Merci. Hé! Hé! Qu'est-ce que vous faites? Désolé, Jack. Habituellement, je ne me salis pas les mains, mais j'ai fouillé votre chambre. Et je n'ai rien trouvé. Alors, écoutez, au sujet de ce qui est arrivé à Doreen, elle s'en remettra, je crois.
Les gamins sont pleins de ressources. Et ce qui vient d'arriver à Richie, mon Dieu, c'est vraiment affreux. Je ne sais pas où Cyrus avait la tête, mais il faut bien que tout le monde gagne sa vie. J'ai essayé de vous tenir à l'écart, mais vous avez persévéré dans votre mission de grand frère post-mortem, Jack. Alors je me suis dit que si je minimisais mon intervention, vous trouveriez mon disque pour moi. Quel bordel! Tout ça pour un pauvre morceau de plastique. Écoutez, je ferai disparaître le disque. Vous avez visiblement fait disparaître le reste, donc. Il est possible que vous ayez une quelconque arme à feu prête à l'usage. Mais n'oubliez pas, si vous me tuez, vous serez en cavale pour le restant de votre vie. Ce fut une joie de vous connaître, Jack. Bromby. Je ne me retournerai pas. C'est comme tu le sens. Oncle Jack, Ta mère m'a dit que je te trouverais ici. je croyais que t'étais parti. Oh, c'est tout comme ça, moi. Je voulais pas m'en aller. Sans prendre le temps de te dire au revoir. Qu'est-ce que t'as fait de ta barbe? Oh, c'est... Je me suis dit que c'était le moment de passer à autre chose, alors j'ai viré tout ça. T'as encore glissé? Ça, là? Oui, j'ai encore glissé. Des chaussures neuves. Surtout, te fais pas de soucis pour nous. On s'en sortira, maman et moi. Je sais. Merci d'avoir été là, ça aurait beaucoup compté pour papa, j'en suis sûre. C'était un type bien. Ouais. Alors il faut que tu partes. Oui. Tu te souviens quand je t'ai dit que t'étais pas ordinaire? Je te conseille de jamais l'oublier si tu veux pas avoir affaire à moi, d'accord? D'accord. Fais attention à toi, Dorine. Toi aussi. Hé, j'aime ton nouveau look. You know what fella's good for the moolah.
Première partie. Le soleil brillait haut dans le ciel ce matin-là, inondant la terre de lumière. Dans la petite ville de San Marcos, les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes, les enfants se rendaient à l'école, les commerces ouvraient leurs portes et la vie semblait suivre son cours ordinaire. Pourtant, au-dessus de cette apparente normalité, des signes subtils annonçaient un bouleversement invisible. À des milliers de kilomètres, dans un observatoire astrophysique niché au sommet d'une montagne, une équipe de scientifiques scrutait l'horizon spatial. Parmi eux se trouvait la docteure Gabriela Romero, spécialiste en phénomènes solaires. Depuis plusieurs semaines, elle et son équipe avaient détecté des anomalies inquiétantes à la surface du Soleil. Une série d'éruptions massives, plus intenses que tout ce que l'humanité avait connu auparavant. Assise devant un écran couvert de graphiques et de courbes, Gabriela fronça les sourcils. « Ce n'est pas une simple fluctuation, » dit-elle à son collègue. « C'est une tempête solaire d'une ampleur exceptionnelle. » Son collègue, le professeur Laurent Duval, hocha la tête avec gravité. « Si nos calculs sont exacts, l'onde de particules atteindra la Terre dans moins de 48 heures. » Les deux scientifiques échangèrent un regard inquiet. Une tempête solaire de cette magnitude pouvait mettre hors service les satellites, couper l'électricité dans des régions entières, perturber les communications et semer le chaos dans des sociétés dépendantes de la technologie. Pendant ce temps, dans la capitale, les responsables politiques recevaient déjà des rapports alarmants. Le gouvernement convoqua une réunion d'urgence. Des experts en énergie, en transport et en télécommunications se réunirent autour d'une grande table ovale. Tous comprenaient que si la prévision se réalisait, l'impact serait mondial. « Nous devons préparer la population », dit un ministre d'une voix tendue. « Préparer, oui, mais sans provoquer la panique », répondit un autre. La question était délicate. Comment informer sans effrayer? Comment protéger sans déclencher le chaos? De retour à l'observatoire, Gabriela poursuivait ses calculs. Chaque seconde qui passait confirmait la gravité de la situation. Elle observa les images en direct de la surface solaire. D'immenses protubérances s'élevaient comme des flammes colossales, projetant dans l'espace une énergie inimaginable. Le soir venu, elle rentra chez elle, dans un petit appartement surplombant la ville. Son mari, Diego, l'attendait avec leur fils adolescent, Matteo. L'atmosphère familiale contrastait avec le poids qui pesait sur ses épaules. Diego remarqua immédiatement son air préoccupé. « Encore une longue journée ?» demanda-t-il doucement. « Oui, et les prochaines seront encore plus longues. » Gabriela hésita, mais décida de ne pas inquiéter sa famille. Elle savait qu'elle devait garder le secret jusqu'à ce que les autorités décident d'informer officiellement la population. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude grandissait, et si la tempête solaire s'avérait encore plus puissante que prévu. Le lendemain matin, les premiers signes apparurent. Dans certaines régions, les réseaux de téléphonie commencèrent à tomber en panne. Des avions rapportèrent des perturbations dans leurs instruments de navigation. Des satellites de communication cessèrent d'émettre. À San Marcos, Matteo remarqua que son téléphone perdait sans cesse le signal. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Gabriela, troublée, répondit simplement « C'est une panne temporaire, rien de grave. » Mais elle savait que c'était le début. Au siège du gouvernement, l'alerte fut officiellement déclarée. Des conférences de presse furent organisées. Le monde entier apprit qu'une tempête solaire majeure était en route et qu'elle frapperait la Terre dans les prochaines 24 heures. Les experts conseillaient de préparer de l'eau, de la nourriture et des lampes, car les coupures d'électricité seraient inévitables. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dans les villes, les supermarchés se remplirent de gens inquiets. Certains tentèrent de rester calmes, d'autres se laissaient emporter par la peur. Dans les rues, on voyait des files interminables devant les stations-service et les banques. Gabriela, convoquée au centre de commandement national, quitta sa famille avec un pincement au cœur. Elle savait qu'elle devait être auprès de ses collègues pour suivre en temps réel l'évolution de la tempête. Diego lui prit la main avant son départ. « Reviens-nous vite, » dit-il. « Peu importe ce qui se passe, on t'attendra. » Dans le centre de commandement, l'atmosphère était électrique. Des écrans géants diffusaient des images du soleil et des cartes du monde. Les lignes de communication bourdonnaient. Chaque minute apportait de nouvelles données et les visages des experts reflétèrent la tension croissante.
Puis vint le moment. Les particules solaires atteignirent. Deuxième partie. La nuit qui suivit l'arrivée de la tempête fut inoubliable. Dans le ciel, les aurores boréales continuèrent de danser, mais dans les villes et les villages, les habitants vivaient désormais dans une obscurité totale. Les lampadaires étaient muets, les télévisions noires et les communications impossibles. Les batteries des téléphones se vidaient les unes après les autres, sans espoir de recharge. À San Marcos, Diego alluma des bougies dans la maison, tandis que Matteo observait le ciel par la fenêtre. « C'est beau », murmura l'adolescent. « Mais ça fait peur aussi. » Diego le prit par l'épaule. « Ta mère nous a dit que ce serait difficile, mais temporaire. Nous devons rester calmes. » Pourtant, dehors, l'inquiétude grandissait. Les voisins sortèrent dans la rue, cherchant des explications, partageant rumeurs et suppositions. Certains disaient que le soleil ne reviendrait plus jamais à la normale, d'autres qu'il s'agissait d'un signe annonciateur de catastrophes encore plus grandes. Au centre de commandement national, Gabriela et ses collègues travaillaient sans relâche, à la lueur des générateurs d'urgence. Les écrans fonctionnaient par intermittence. Les données recueillies confirmaient leurs craintes. La tempête solaire n'était pas seulement un phénomène passager, elle durerait plusieurs jours. Et ses effets sur les infrastructures modernes seraient dévastateurs. « Nos satellites de communication sont hors service », annonça un technicien. « La moitié des systèmes de navigation sont inutilisables. »« Les réseaux électriques tombent les uns après les autres », ajouta un autre. Gabriela prit la parole devant la salle remplie d'experts. « Nous devons envisager un scénario de survie prolongé. Cela veut dire fournir aux populations des moyens simples et durables, eau, nourriture, abri. Nous devons aussi protéger les équipements essentiels qui n'ont pas encore été détruits. » Son calme impressionnait. Mais au fond, elle sentait la même peur que tout le monde. La peur de l'inconnu, la peur de voir le monde basculer dans une nouvelle ère d'obscurité. Pendant ce temps, la vie quotidienne devenait chaotique. Dans les supermarchés, les rayons se vidaient, les familles stockaient farine, riz, conserves. L'eau potable devenait rare car les systèmes de pompage dépendaient de l'électricité. À la campagne, certains habitants s'organisaient de plus vite, utilisant des puits anciens ou des lampes à huile. Mais dans les grandes villes, l'agitation augmentait. Diego, pragmatique, décida de transformer leur maison en refuge. Avec Matteo, il installa des récipients pour stocker l'eau de pluie, renforça les fenêtres et organisa les provisions. L'adolescent, bien que terrifié, se sentait fier de participer. « Comme dans un camp d'exploration », dit-il en essayant de sourire. « Oui », répondit son père. « Mais ici, c'est notre maison que nous devons protéger. » Dans le laboratoire de crise, Gabriela reçut une nouvelle qui fit frémir la salle entière. « La deuxième vague arrive », annonça Duval. « Celle-ci est encore plus forte. » La deuxième vague signifiait une nouvelle salve de particules solaires en route vers la Terre. Si la première avait déjà détruit une grande partie des systèmes modernes, la seconde risquait de frapper ce qui restait. Les scientifiques se penchèrent sur leurs cartes et leurs équations. Certains parlèrent de l'importance de protéger les hôpitaux, d'autres de sauver les centrales hydroélectriques encore actives. Mais Gabriela comprit que l'ampleur du phénomène dépassait toute préparation humaine. La deuxième vague arriva au crépuscule. Les aurores boréales s'intensifièrent encore, colorant le ciel d'un rouge incandescent qui inquiétait davantage les populations. Les appareils électriques restants grésillèrent une dernière fois, puis s'éteignirent pour de bon. Même les générateurs semblaient vulnérables, incapables de résister à la puissance cosmique. Au même moment, dans l'espace, les derniers satellites opérationnels furent réduits au silence. L'humanité, en l'espace de 48 heures, se retrouva coupée de son ciel, privée de la technologie qui l'avait fait prospérer pendant des décennies. Pour Gabriela, la situation n'était pas seulement scientifique, c'était personnel. Elle pensait sans cesse à Diego et Matteo, se demandant s'ils allaient en bien, s'ils avaient suffisamment de provisions. Mais elle n'avait aucun moyen de leur écrire, de leur téléphoner. Le silence pesait sur son cœur comme une pierre. Dans la ville de San Marcos, la population commença à s'organiser. Le maire convoqua une assemblée publique à la lumière des torches. « Nous devons rester unis », dit-il, « partager les ressources, protéger les plus vulnérables. » Des groupes de volontaires furent formés pour distribuer de l'eau,
garder les rues la nuit et soutenir les personnes âgées. Malgré la peur, un esprit de solidarité naquit. Diego y participa, convaincu que c'était la seule manière de traverser l'épreuve. Pendant ce temps, 4e partie. Les semaines qui suivirent la 3e vague marquèrent une transition définitive vers un monde nouveau. L'électricité, jadis omniprésente, n'était plus qu'un souvenir lointain. Les écrans, les appareils, les véhicules modernes, tout était désormais inutile. Pourtant, dans ce silence technologique, une autre forme de vie s'épanouissait, celle de la solidarité et de la créativité humaine. À San Marcos, la communauté s'était organisée avec une efficacité remarquable. Le maire, aidé par Gabriela et d'autres volontaires, mit en place un système d'entraide. Des groupes s'occupèrent de l'eau, d'autres de la nourriture, et certains se chargèrent de l'éducation des enfants. L'école improvisée se tenait désormais sous les arbres, avec des cahiers recyclés et des tableaux de bois. Matteo y participait avec enthousiasme, découvrant qu'apprendre dans ces conditions renforçait les liens entre élèves et enseignants. Diego, quant à lui, devint l'un des piliers du groupe de volontaires. Il aidait à sécuriser les sources d'eau et à distribuer les provisions équitablement. Malgré la fatigue, il se sentait investi d'une mission. Sa maison n'était plus seulement un refuge pour sa famille, mais aussi un point de rencontre pour les voisins. Gabriela continuait de voyager entre San Marcos et le centre de commandement. Ses connaissances en astrophysique étaient indispensables, mais elle refusait de rester éloignée trop longtemps de Diego et Matteo. Chaque retour à la maison était un soulagement, chaque départ une nouvelle épreuve. Un soir, alors que la ville s'endormait sous un ciel illuminé par des aurores permanentes, Gabriela s'assit avec son fils. Matteo leva les yeux vers elle et demanda « Est-ce que le soleil va redevenir normal un jour ?» Elle hésita, puis répondit avec douceur « Le soleil suit ses propres lois et nous devons apprendre à vivre avec lui. Peut-être qu'il se calmera, peut-être pas, mais ce qui compte, c'est que nous, ici sur Terre, restions unis. » Ces mots marquèrent profondément Matteo. L'adolescent comprit que la véritable force de l'humanité ne résidait pas dans les machines, mais dans la capacité à s'adapter et à s'entraider. Pendant ce temps, au centre de commandement, un nouveau projet prit forme. Gabriela et Duval proposèrent d'utiliser les ressources encore disponibles pour créer des stations de protection magnétique, inspirées des anciens principes de l'électromagnétisme naturel. Ces structures, construites avec des matériaux simples, pouvaient aider à protéger de petites zones contre les futures vagues solaires. Le gouvernement accepta l'idée et encouragea les communautés locales à reproduire ces modèles. San Marcos devint l'une des premières villes à ériger une bulle magnétique expérimentale. Ce fut un travail collectif. Hommes, femmes et enfants participèrent à la construction. Ils transportèrent des métaux, creusèrent le sol, assemblèrent des câbles récupérés. Quand la structure fut activée, même avec une puissance minimale, elle donna un sentiment de sécurité. Les habitants organisèrent une fête simple mais joyeuse pour célébrer cette réussite. Autour de feux de camp, on joua de la guitare, on chanta et on raconta des histoires. Pour la première fois depuis le début de la tempête, les rires résonnèrent de nouveau dans la ville. Pourtant, Gabriela savait que le chemin restait long. Les prévisions solaires montraient encore des instabilités. Le soleil, majestueux mais imprévisible, continuerait de surprendre. Mais désormais, elle avait confiance. Les communautés savaient comment résister. Un jour, elle fut invitée à prononcer un discours devant les habitants. Elle monta sur une estrade improvisée, faite de planches et de pierres. Devant elle, hommes, femmes et enfants attendaient, leurs visages éclairés par la lumière douce des flammes. « Le soleil nous a rappelé notre fragilité, » dit-elle. « Nous avons perdu beaucoup, mais nous avons aussi retrouvé quelque chose d'essentiel, la solidarité. Nous ne dépendons plus uniquement des machines, mais de nous-mêmes. Nous avons appris à vivre plus simplement, à écouter la nature, à nous écouter les uns les autres. C'est cela qui fera notre force. » La foule applaudit longuement. Dans les yeux des habitants brillait une nouvelle forme d'espoir, non pas celui de retrouver le monde d'avant, mais celui de construire un avenir différent. À la maison, Diego serra Gabriela dans ses bras. « Tu as redonné confiance à tout le monde, » dit-il. Elle sourit doucement. « Ce n'est pas moi, c'est nous tous. » Le temps passa.
Les jours et les nuits s'écoulèrent dans ce nouveau rythme. Les aurores boréales, autrefois inquiétantes, devinrent familières, presque rassurantes. Matteo, devenu plus mûr, écrivait chaque soir dans un journal, racontant ce qu'il voyait et ce qu'il ressentait. Un jour, dit-il à sa mère, quelqu'un lira mes notes et saura ce que nous avons vécu. Gabriella le regarda avec émotion. Elle savait que ses récits seraient si précis. Le soleil brillait haut dans le ciel ce matin-là, inondant la terre de lumière. Dans la petite ville de San Marcos, les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes, les enfants se rendaient à l'école, les commerces ouvraient leurs portes, et la vie semblait suivre son cours ordinaire. Pourtant, au-dessus de cette apparente normalité, des signes subtils annonçaient un bouleversement invisible. À des milliers de kilomètres, dans un observatoire astrophysique niché au sommet d'une montagne, une équipe de scientifiques scrutait l'horizon spatial. Parmi eux se trouvait la docteure Gabriela Romero, spécialiste en phénomènes solaires. Depuis plusieurs semaines, elle et son équipe avaient détecté des anomalies inquiétantes à la surface du Soleil, une série d'éruptions massives, plus intenses que tout ce que l'humanité avait connu auparavant. Assise devant un écran couvert de graphiques et de courbes, Gabriella fronça les sourcils. « Ce n'est pas une simple fluctuation, » dit-elle à son collègue. « C'est une tempête solaire d'une ampleur exceptionnelle. » Son collègue, le professeur Laurent Duval, hocha la tête avec gravité. « Si nos calculs sont exacts, l'onde de particules atteindra la Terre dans moins de 48 heures. » Les deux scientifiques échangèrent un regard inquiet. Une tempête solaire de cette magnitude pouvait mettre hors service les satellites, couper l'électricité dans des régions entières, perturber les communications et semer le chaos dans des sociétés dépendantes de la technologie. Pendant ce temps, dans la capitale, les responsables politiques recevaient déjà des rapports alarmants. Le gouvernement convoqua une réunion d'urgence. Des experts en énergie, en transport et en télécommunications se réunirent autour d'une grande table ovale. Tous comprenaient que si la prévision se réalisait, l'impact serait mondial. « Nous devons préparer la population », dit un ministre d'une voix tendue. « Préparer, oui, mais sans provoquer la panique », répondit un autre. La question était délicate. Comment informer sans effrayer? Comment protéger sans déclencher le chaos? De retour à l'observatoire, Gabriella poursuivait ses calculs. Chaque seconde qui passait confirmait la gravité de la situation. Elle observa les images en direct de la surface solaire. D'immenses protubérances s'élevaient comme des flammes colossales, projetant dans l'espace une énergie inimaginable. Le soir venu, elle rentra chez elle dans un petit appartement surplombant la ville. Son mari, Diego, l'attendait avec leur fils adolescent, Matteo. L'atmosphère familiale contrastait avec le poids qui pesait sur ses épaules. Diego remarqua immédiatement son air préoccupé. « Encore une longue journée ?» demanda-t-il doucement. « Oui, et les prochaines seront encore plus longues. » Gabriella hésita, mais décida de ne pas inquiéter sa famille. Elle savait qu'elle devait garder le secret jusqu'à ce que les autorités décident d'informer officiellement la population. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude grandissait. Et si la tempête solaire s'avérait encore plus puissante que prévu? Le lendemain matin, les premiers signes apparurent. Dans certaines régions, les réseaux de téléphonie commencèrent à tomber en panne. Des avions rapportèrent des perturbations dans leurs instruments de navigation. Des satellites de communication cessèrent d'émettre. À San Marcos, Matteo remarqua que son téléphone perdait sans cesse le signal. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Gabriella, troublée, répondit simplement « C'est une panne temporaire, rien de grave. » Mais elle savait que c'était le début. Au siège du gouvernement, l'alerte fut officiellement déclarée. Des conférences de presse furent organisées. Le monde entier apprit qu'une tempête solaire majeure était en route et qu'elle frapperait la Terre dans les prochaines 24 heures. Les experts conseillaient de préparer de l'eau, de la nourriture et des lampes, car les coupures d'électricité seraient inévitables. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dans les villes, les supermarchés se remplirent de gens inquiets. Certains tentèrent de rester calmes, d'autres se laissaient emporter par la peur.